Instagram pour parler afrofuturisme, afrofantasy et Québec. Super. Puis là, est-ce qu'il y a la traduction simultanée québécois? Alors non. Oui, mais en même temps, c'est le charme de la... On va voilà. parler comme ça. Mais oui, parler comme ça. Parler comme ça, tous les trois. Oui, oui, vas-y. Si jamais j'utilise des mots que vous ne comprenez pas, demandez la traduction. Alors j'allais dire bon matin tout le monde, parce qu'on est encore en décalage horaire un peu. Bonjour tout le monde, ou bonsoir, je ne sais plus quelle heure. Bonsoir tout le monde. Donc moi je m'appelle Mathieu Lauzon-Dixot, je suis libraire chez, je vais faire de la pub, libraire, Librairie Saga, la seule librairie de science-fiction au Québec, donc à Montréal. Et grand plaisir d'être ici avec vous au Nuage Vert, avec deux autrices du Québec spécialisées en afroféminisme, afrofantasy, afrofuturisme et bien d'autres choses. Alors, Mélodie Joseph et Aya Villek. On se connaît vraiment bien et là, je vais quand même faire attention, je vais lire les biographies officielles pour que vous ayez le portrait, puis on ajoutera des éléments ensuite. Alors, Mélodie Joseph, qui est née en 1995 en Martinique, qui a grandi à Saint-Martin et qui habite maintenant à Montréal depuis plusieurs années. Alors, elle est titulaire d'une maîtrise en communication. Pour laquelle elle a rédigé justement un mémoire sur l'afroféminisme et l'afrofuturisme, et que tu as fait et complété il y a quelques années. La respiration du ciel, qui est maintenant ici en folio fantasy, un récit de fantasy qui flirte un petit peu avec le genre du steampunk aussi. C'est son premier roman. Au Québec, a été publié chez un éditeur qu'on ne trouve pas en France facilement, qui s'appelle VLB Éditeur, dans la collection VLB Imaginaire. Et ça a été publié en 2023, donc en février 2023. Donc ça fait très peu de temps. Déjà, donc, depuis mars, c'est réédité en folio fantasy. Et le deuxième tome est sorti au Québec chez VLB. Ça s'appelle La Chèvre Noire et je vais vous inviter à lire les romans pour savoir qu'est-ce que cette chèvre noire. Non, ce n'est pas un animal, c'est le nom d'un vaisseau qui vole, en fait. Alors, on a des pirates de l'air, des îles flottantes, de l'aventure et tout ça dans ces romans-là. On va en parler plus en détail ensuite. Et puis donc pour son premier roman, il y a quelques jours seulement, Mélodie était finaliste au prix Jacques Brossard, qui est le prix meilleur roman de science-fiction de fantasy au Québec, pour un premier roman avec deux autres auteurs qui publient, Alain Bergeron, Raphaël Béadan, depuis plusieurs années. Les éloges, tout le monde adore le roman, donc voilà, je suis aussi libraire, je veux que vous lisiez, et puis je travaille pour toi aussi, je prends 15% et puis voilà, donc c'est un beau succès, et ce sont les deux premiers volumes, donc le deuxième va paraître en folio fantasy, c'est confirmé, d'une série de 4 romans, donc, et le troisième, il est déjà écrit, il devrait paraître dans les prochains mois. On vous laisse sur le suspense. Donc, bienvenue, Mélodie. Et on a aussi avec nous Aya Villek. Aya Villek, donc, qui est née et a grandi au Sénégal. Donc, après des études qu'elle a faites en France et en marchant de l'Institut Pasteur à ici tout à l'heure, j'ai appris justement qu'elle a notamment étudié à INALCO et plein d'autres trucs en communication. Et en pédagogie aussi à Montréal. Donc, après des études en France, elle s'est installée au Québec et le Sénégal, la France et le Québec, c'est 3 territoires donc, qui habitent tous ces récits. Le marabout qui est là, avec l'oiseau, le marabout africain qui est sur la couverture. C'est un roman par nouvelle, un peu comme sous la forme d'un fix-up en fait, qui a reçu le prix des horizons imaginaires en 2020, qui est un prix au Québec qui ressemble un peu au prix imaginaire des lycéens, donc avec jury inter-institutions, des étudiants qui votent et tout ça. Donc tu as remporté ce prix-là en 2020 et il est actuellement en cours d'adaptation au cinéma. Donc pour un film en français qui va être tourné prochainement au Québec et qu'on espère qu'il va être disponible aussi en France. Alors son second roman, La Sarzone, qui est juste ici,
Les deux aussi chez VLB Éditeur, soit dit en passant au Québec. Et pas encore, je dis ça s'il y a des éditeurs dans la salle, pas encore édité en France. Et c'est un problème. Il faut trouver un éditeur, une collection française pour les reprendre. Donc La Sarzenne, lui, publié en 2022. C'est aussi donc un roman qui va traiter donc de l'identité d'un continent à l'autre et des changements identitaires lorsqu'on passe d'un endroit à l'autre, lorsqu'on vit d'un endroit à l'autre. Ces récits sont empreints de réalisme magique, donc on est plutôt de ce côté-là des genres imaginaires, réalisme magique avec Aya Villec, et aussi un peu aussi pour ceux qui s'intéressent à la littérature queer notamment, on retrouve ces éléments-là dans les romans d'Aya Villec. Elle a participé à de très nombreux collectifs et on en a apporté un en importation privée pour vous du Québec, qui est une anthologie qui s'appelle Futur aux éditions Triptyque dans la collection maintenant défunte Satellite, spécialisée en science-fiction, dans lequel vous allez aussi retrouver à côté d'une nouvelle, on pourrait dire, cyberpunk très sombre, c'est pas très joyeux dans cette nouvelle-là. Des textes aussi d'Elisabeth von Arbourg, plein d'autres auteurs du Québec en fait, et de Rich Larson notamment, qui est traduite en français par Émilie Laramé au Québec. Et puis, à côté de l'écriture, Aya Villec enseigne aussi la littérature au collège La Salle à Montréal. Donc, bienvenue, Aya Villec. Alors, si vous pouvez, on a une petite soirée discussion, causerie vraiment entre nous, et puis si jamais vous avez des questions, c'est vraiment, vous êtes là pour, vous avez la priorité sur mes questions, je vous rassure tout de suite, donc n'hésitez pas à lever la main pour qu'on les prenne. Puis il y aura ensuite une séance de dédicace, puis ça sera possible de parler avec les autrices directement après notre petite discussion causerie. Mais si vous pouviez nous présenter, du moins on commencerait avec Mélodie, mais ton roman justement, que raconte-t-il? Puis je vous rassure, je l'ai lu, je l'ai même édité, là, mais je vais la laisser nous dire. Oui, donc La Semeuse de vent, c'est une série qui va compter dans 4 tomes, comme Mathieu l'a expliqué tout à l'heure. Et La Respiration du ciel, le premier tome, ça s'ouvre l'histoire s'ouvre sur une petite fille qui est retrouvée dans une zone dévastée par un brouillard toxique. Et donc c'est un univers où au-dessus du brouillard, il y a des îles flottantes. Et donc cette petite fille est retrouvée dans le brouillard et elle n'a aucun souvenir de qui elle est, ni d'où elle vient. Et très rapidement dans l'histoire, sa mémoire lui revient et elle se rend compte que quelque chose de terrible est arrivé à son peuple. Et en fait, c'est l'histoire donc de cette petite fille qui grandit et qui est dans une quête de vengeance. Elle essaye de venger ce qui est arrivé à son peuple et aussi de se trouver une place dans ce monde dans lequel elle s'est réveillée. Donc c'est de l'afro-fantasy, je dirais. Il y a toute une réflexion autour de la question de la mémoire et de l'histoire, comment l'histoire est racontée, qui raconte l'histoire. Voilà. Et ça bouge, il y a plein d'actions. C'est ceux qui veulent que ça bouge. Et elle rencontre plein d'autres personnages à qui elle va se lier. Puis dans le premier, on sent que ça s'en va vers ça, mais il va voir jusqu'à créer son équipage dans le deuxième. C'est ça, dans le tome 2, donc il y a plus le côté pirate de l'air, bataille dans le ciel avec des bateaux volants. Mais je raconte, c'est ça le tome 2. Pour Aya Villec, peut-être nous raconter le marabout en premier, parce que c'est des deux romans, celui qui est probablement le plus ancré dans l'imaginaire, ce sont pour des littératures qui vous intéressent. Donc le marabout, qu'est-ce que ça raconte? Alors le marabout, je vais quand même d'abord dire que moi je suis vraiment dans... On l'a plus qualifié de réalisme magique, donc je ne suis vraiment pas dans l'afrofuturisme, mais c'est quand même l'imaginaire. Puis le marabout, je me suis beaucoup intéressée à un quartier qui s'appelle Par Extension à Montréal, qui est le quartier le plus multi-ethnique de Montréal, et donc par conséquent dans les médias en tout cas, le quartier qui a le plus mauvaise presse. Et j'y ai vécu 6 ans, et ça m'a toujours frappé de voir qu'à chaque fois qu'il était question du français en danger, en tout cas, de tous les vices qu'on accole aux immigrants, on parlait toujours de Par Extension. Et donc j'en ai fait un personnage, mais à travers d'autres personnages qui évoluent dans Par Extension. Donc notamment il y a un marabout, d'où le marabout, sauf que c'est pas l'oiseau, c'est le marabout, un marabout, l'homme spirituel ou l'homme religieux qui est censé avoir des pouvoirs dans certaines communautés et qui va traverser Par Extension. Donc à travers lui on va découvrir plusieurs personnages. Et il va y avoir un changement de peau, un changement de sexe pour découvrir une autre façon de vivre. Donc ce marabout, par exemple, va décider de se transformer en femme, puis en policier blanc, en se disant, ah, au moins,
en étant policier blanc, ben, j'aurai la paix, ben, on va voir qu'il n'aura pas forcément la paix. Puis à travers ça, je mets aussi en scène des personnages autochtones. Donc pour moi, c'était vraiment une façon de montrer par extension, sous un autre jour, puis d'explorer aussi toute la question d'identité qui est complètement, qui est multiforme, qui est jamais unique, qui change tout le temps. Donc voilà, c'est un peu ça. Puis dans la Sarzaine, je reprends quelques-uns des personnages du marabout, dont le policier raciste qui est transformé en gorille. J'aime ça, donc il fallait qu'il revienne dans la Sarzaine, je les fais revenir dans la Sarzaine. Et il ne se retransforme pas en homme, il reste gorille. Fait que, voilà, c'est ça. Il y a une sorte d'humour, mais en fait, un humour qui camoufle la colère dans tes livres, en tout cas, du moins dans ces deux livres-là, parce que l'humour est moins présent dans la nouvelle, dans Futur. Puis une sorte aussi d'autodérision, tu t'empêches pas de rire de toi-même non plus, parce qu'il y a un personnage, on n'est pas dans l'autofiction, mais il y a des personnages qui font un petit peu penser à l'autrice dans le marabout, là, oui. mais aussi dans la Sarzaine. Parce qu'il y a comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est des nouvelles par roman, ou un roman par nouvelle, je ne sais pas comment tu l'as présenté, mais en tout cas, on retrouve les personnages tout le long du livre, donc on a l'impression que c'est la même histoire qui se déroule, mais c'est des personnages, les personnages séparés vivent leur histoire séparément, et parmi ces personnages, je mets en scène l'autrice, donc qui est un peu mon alter ego, et qui raconte comment elle crée ces personnages, comment elle les assassine, comment elle les transforme en gorille, etc. Donc oui, c'est sûr, je me moque de moi-même. En tout cas, je reprends. Elle se moque d'elle-même. Elle se moque d'elle-même. Elle se moque de toi. Oui, c'est ça. Elle se moque d'elle-même en mettant en scène la vie de l'auteur, de l'autrice. Puis ce que j'aimais, c'est que en même temps, elle montre son processus de création. Donc, à un moment donné, elle s'habille en homme parce qu'elle a besoin de s'habiller en homme pour rentrer dans son personnage. Puis souvent, les hommes qu'elle choisit d'imiter, c'est des patriarches. Ça va être, mettons, Samuel Ousmane, qui est un cinéaste sénégalais. Ça va être Serge Bouchard, qui est un anthropologue québécois. Pourquoi? Il y a une question, en tout cas, ça serait plus à développer, mais donc elle se transforme dans ces personnages-là pour pouvoir mieux accéder à tout le monde artistique qui est en elle, pour pouvoir mieux faire vivre ses propres personnages. Du côté de ton personnage, Olive, dans La respiration du ciel, elle, on va littéralement suivre, en fait, on la découvre, pas bébé, là, elle est petite fille, jeune fille, mais elle n'est pas jeune fille, elle est un peu plus vieille qu'elle pense, en fait. Puis elle, on va suivre justement son apprentissage, sa découverte du monde, c'est un autre monde complètement imaginaire, justement, on n'est pas dans Parc Extension, dans le monde de Mélodie. Puis on va donc, avec elle, découvrir des pans de l'histoire, puis les secrets de l'histoire, comment ça a été mal enseigné, ou en fait comment c'est présenté et enseigné. Puis on va découvrir le monde aussi physiquement d'une île à l'autre avec elle aussi. Donc il y a un parcours que tu as développé du côté de livre. Oui, tout à fait. Puis est-ce que ça c'est une formule de fantasy parce que vous avez deux backgrounds, deux parcours de lectrices et d'autrices différents en imaginaire. Peut-être, est-ce que c'est une forme de fantasy que tu connaissais déjà? Je pense que je t'ai déjà entendu dire que Robin Hobb, notamment, avec le récit initiatique et tout ça, de formation, c'est quelque chose qui te parle? Oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, le fait de suivre un personnage dans l'Assassin Royal, toute la série, de suivre un personnage de ses 6 ans, je pense, jusqu'à la fin de sa vie. Je ne vais pas raconter la fin non plus, mais donc j'aimais beaucoup le fait, c'est ça, de voir le personnage grandir, voir son évolution et aussi sa perception des choses, comment ça évolue au fur et à mesure des différents livres, parce que c'est une comment dire, c'est vraiment une très longue saga avec à chaque fois une trilogie, donc il y a comme 3 trilogies rassemblées en une longue saga. Et selon la trilogie, on peut voir l'évolution de sa personnalité et sa vision des choses. Donc c'était aussi quelque chose que je voulais essayer de tenter aussi avec La Sonneuse de Vent et le personnage de livre. Voir au fur et à mesure des livres comment sa perception du monde dans lequel elle s'est réveillée, sa vision aussi de ce qu'elle doit accomplir, donc sa quête de vengeance, comment ça évolue au fur et à mesure de l'histoire. Puis donc la fantasy, c'est un genre que tu fréquentes depuis longtemps. Donc, j'ai le goût de demander, c'est une question un peu banale, mais comment t'en es arrivé dans ce genre-là? Puis est-ce que tu te reconnaissais comme lectrice dans les romans de fantasy que tu lisais? Ou... Non, donc comme je pense qu'on en a discuté, j'ai jamais vraiment eu l'impression de rentrer dans la fantasy, j'ai l'impression d'y avoir toujours été, parce que ça a toujours été comme une littérature que je lisais quand j'étais enfant, et finalement j'ai jamais arrêté de lire littérature imaginaire.
Mais je me suis jamais non plus reconnue dans la littérature de l'imaginaire parce que lorsque j'étais plus jeune, les livres très populaires, c'était comme Harry Potter, Twilight, Hunger Games. Et autour de ça, il y avait des autres livres. Donc, il y avait la saga de Philippe Pullman, À la croisée des mondes, ce genre de choses. Et je me reconnaissais pas forcément dans les personnages, puisque c'était toujours les mêmes angles et les mêmes points de vue finalement qui étaient présentés dans ces livres-là. Donc là, il y a une évolution dans les genres de l'imaginaire. On voit de plus en plus de diversité dans ces littératures-là. Et c'est intéressant. Et là, on en parlait un peu plus tôt avant. Donc, pour ceux qui manquent la rencontre, on a eu une conversation préalable. Donc, tant pis pour vous, vous n'étiez pas là. Mais un peu justement sur de plus en plus en français, entre autres, parce qu'en anglais, bon, ça fait déjà quelques années qu'on voit davantage de diversité, on va mettre dans la littérature, dans l'imaginaire, de nouvelles voix, que ce soit afro-fantasy ou afro-futurisme ou african-futurisme aussi avec Nnedi Okorafor, ou au Québec notamment toute la littérature autochtone et premiers peuples où on peut raconter le futur à partir d'une perspective complètement autre avec eux, parce que si vous parlez à des auteurs de science-fiction des premiers peuples, ben, la fin du monde, ils vous diraient, ils l'ont déjà vécu. Hein? Donc, on peut raconter la dystopie autrement quand on est tout un peuple à l'avoir déjà vécu, l'annihilation et tout ça. Et donc là, on voit cette diversité-là arriver. Et au Québec, vous êtes toutefois en imaginaire parmi les premières, j'essaie de voir en ce moment, dans les premières autrices qu'on peut associer au courant afro-futuriste et ou afro-fantasy, si c'est un courant dans lequel vous vous reconnaissez. Déjà, je vous poserai cette question. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces courants-là, afro-futuriste ou afro-fantasy? Je ne sais pas pour Ayadi. Il y a aussi un parcours de lectrice différent de Mélodie. Oui. Moi, je suis rentrée tard dans le... en tout cas, j'ai... disons, associé ce que j'écrivais tard à de l'imaginaire, parce que j'ai connu l'imaginaire assez tard, puis quand Le Marabout est sorti, j'étais très étonnée qu'on le classe dans le réalisme magique. Bon, je me disais, oh, c'est du réalisme magique, ok. Puis j'ai embarqué parce que oui, effectivement, je pense qu'il y a des éléments de réalisme magique, mais moi, c'est par Marie Scondé que j'ai découvert le réalisme magique, notamment avec moi, Tituba, sorcière de Salem. Et c'est drôle parce que c'est en enseignant Marie Scondé en classe que j'ai assumé, si vous voulez, que je me suis dit, mais oui, c'est du réalisme magique, puis à travers la spiritualité qui est évoquée, à travers les personnages, à travers plein de choses qu'on ne retrouve pas forcément dans une autre partie de la littérature de l'imaginaire. Je ne sais pas si je me décrirais comme, pour répondre à ta question, comme afrofuturiste ou comme... Ce que je sais, c'est que dans la plupart de mes écrits, j'aborde l'imaginaire, et je vais souvent aborder l'imaginaire par rapport à mon vécu d'afrodescendante, par rapport à ma spiritualité. Mais est-ce que ça suffit pour en faire de l'afrofuturisme? Je ne sais pas. Mais je suis dans ces quêtes-là pour l'instant. Puis à voir si dans les prochains romans ou nouvelles que tu pourrais écrire, mais probablement que la nouvelle ici, elle est plutôt afrofuturiste par contre, que réalisme magique. S'il fallait absolument mettre une étiquette pour que les éditeurs sachent comment le présenter. Mais bon, du côté de Mélodie, est-ce que tu te reconnais dans... C'était dans l'afro-fantasy, en tout cas pour la semeuse de vent, que l'afrofuturisme, qui est quelque chose, c'est ça, de différent. Je me reconnais ça assez dans cette catégorie-là, même si j'ai l'impression qu'on peut ne pas ressentir le côté d'afro-fantasy dans la semeuse de vent, parce que c'est pas évident quand on regarde le monde de voir quelle culture pourrait l'avoir inspiré. Donc il y a une île, un archipel dans l'histoire, je me suis beaucoup inspirée de la Martinique pour écrire cet archipel, mais c'est pas là où se situe l'histoire. C'est un archipel important dans l'histoire, mais c'est pas là que l'histoire se déroule. Donc ça peut être difficile de voir où se trouve le côté afro-fantasy, mais je pense que c'est si on regarde afro-fantasy sous cette langue que ça va forcément faire appel à des cultures afrodescendantes, alors que moi je le vois plutôt dans les sujets abordés dans la question d'histoire et de mémoire. C'est vraiment là où je me suis plus inspirée, en particulier l'histoire de la Martinique, des Antilles finalement françaises. Et là je me suis plus inspirée de ça pour pouvoir écrire cette partie-là de l'histoire. Puis là on commence à parler d'afrofuturisme et d'afro-fantasy, puis je m'excuse mais Mélodie, tu as fait tes études là-dessus, donc pourrais-tu nous donner, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui entendent ces termes pour la première fois et qui sont arrivés à la librairie sans trop savoir qu'il allait y avoir une soirée sur ça, une description sommaire de l'afro-fantasy par exemple, et ou de l'afro-futurisme?
c'est plus simple, je pense, si je commence par l'afrofuturisme. Donc l'afrofuturisme, très rapidement, parce que ça peut être très long. On peut en faire un mémoire complet. Oui. Donc l'afrofuturisme, je pense qu'il faut le voir en deux tenants. Donc le premier point, c'est que l'afrofuturisme, c'est une volonté de reprendre le contrôle sur l'histoire. Donc reprendre le contrôle sur les archives historiques, la manière de raconter l'histoire, et notamment donc l'histoire de l'esclavage. Il y a vraiment ce désir de raconter l'histoire du point de vue des afrodescendants plutôt que du point de vue occidental, qui est généralement le point de vue selon lequel c'est raconté. Et à partir de cette prise de contrôle de l'histoire, de se projeter dans le futur. Donc d'imaginer le futur, mais du point de vue des afrodescendants. Donc de mettre au cœur de ce futur les cultures des afrodescendants, donc afro-américains, les cultures africaines, mais aussi la Caraïbe, donc les afro-caribéens. Donc c'est ça le concept général de l'afrofuturisme. Et à ce concept, il y a aussi l'idée de se projeter dans un futur optimiste. Donc d'apporter une vision plus positive du futur, parce que souvent les futurs qui sont associés aux afrodescendants ou aux pays africains ou même aux Antilles, ça va être des choses très négatives. Ça va être, même quand c'est pas pour parler du futur, même quand c'est juste pour parler du présent ou de l'histoire, ça va souvent être guerre, famine, maladie. Donc c'est pour cette volonté de se détacher de cette image négative pour projeter quelque chose de positif dans le futur. Donc ça c'est pour l'afrofuturisme de manière générale. Et l'afrofantasy c'est beaucoup plus récent parce que l'afrofuturisme, je dirais que ça a été nommé, le terme afrofuturisme, dans les années 90, donc ça date d'un petit peu plus longtemps. Alors que l'afrofantasy c'est 2010, plus les années 2000-2010 que le terme a vraiment émergé, qu'on a vraiment commencé à parler d'afrofantasy, de voir plus de littérature d'afrofantasy. Et là, c'est plutôt l'idée d'écrire de la fantasy, mais d'un point de vue différent, du point de vue des afrodescendants. Donc il y a moins le côté plus historique et plus universitaire qu'il y a derrière l'afrofuturisme. Parce que l'afrofuturisme, c'était vraiment plus un domaine de recherche. C'est né finalement dans le domaine artistique indépendant afro-américain, mais aussi, ça a été aussi beaucoup discuté par les universitaires. Alors que l'afrofantasy, c'est un petit peu... Il y a moins le côté universitaire derrière, c'est beaucoup plus d'écrire de la fantasy, mais en prenant des cultures différentes de celles qu'on a l'habitude de voir en fantasy. Puis, donc, si on revient aussi à... Bon, là, je suis en train de jouer avec le titre de la présentation, mais il y avait aussi, donc, et la science-fiction vue du Québec, et par rapport à l'afrofuturisme, l'afrofantasy, ou l'imaginaire tel que vous le pratiquez, si vous ne vous reconnaissez pas pour tous vos livres dans ces deux courants-là, mais vue du Québec, ou performé ou présenté au Québec, est-ce que vous sentez que vos livres jouent un rôle un peu précurseur dans la littérature québécoise, en imaginaire au Québec, ou est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt du lectorat québécois en imaginaire pour l'afrofantasy, pour l'afrofuturisme en général? Comment ça se passe de ce côté-là? Là, tu viens d'être finaliste pour le prix Jacques Brossard, quand même, qui est un peu l'équivalent d'un grand prix imaginaire au Québec, là, donc quand même. Mais par rapport au lectorat que vous rencontrez, est-ce que les gens connaissent ces courants-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez fréquent de fréquentation? J'ai l'impression que les gens connaissent de plus en plus. Quand la semeuse de vent et la respiration du ciel est sortie donc l'année dernière, je sentais que les gens connaissaient un petit peu moins, s'ils posaient des questions, ils ne savaient pas trop ce que c'était l'afrofuturisme. Puis cette année, les gens commencent à plus connaître et c'est sûr, je sens de l'intérêt. C'est sûr, j'ai l'impression qu'on veut plus de littérature de ce genre de manière générale. Les gens sont vraiment très intéressés par ce genre. Moi, je peux répondre par rapport au réalisme magique. Oui. Dans le marabout, j'ai eu beaucoup de réactions de personnes qui s'intéressaient à la figure du marabout. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça représente? Puis qui en même temps rebondissaient sur la figure du chaman, puisqu'il y a un personnage chaman autochtone. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a d'autres auteurs. Stanley Péan, par exemple, qui est un auteur québécois qui a beaucoup travaillé, je pense, sur le fantastique, oui. Le vaudou aussi, d'origine haïtienne. Donc je pense qu'il y a des éléments. C'est peut-être des éléments, non, Stanley Péan c'est plus qu'un élément, là c'est un grand auteur québécois, mais dans le sens où, moi, quand je suis invitée à des événements québécois, à Montréal, où je parle du réalisme magique, où je parle de mes personnages, j'ai encore l'impression que ça reste quand même la petite bébite curieuse, tu sais, le petit... C'est encore étrange, quoi, bon, c'est encore... qu'est-ce que c'est, Et en même temps, c'est très paradoxal parce qu'en écrivant
tout à l'heure j'expliquais qu'en écrivant Le Marabout, j'avais pas du tout en tête, on en discutait, que c'était dans le réalisme magique. Mais quand j'ai fini, je me suis posé la question, est-ce que c'est là où on m'attendait? Est-ce que parce que je suis une afro-descendante, on m'attendait dans, bon ben oui, maraboutage, sorcellerie, etc. Puis en même temps, c'est ce que j'avais envie d'écrire pour l'instant. Donc est-ce que, parce que j'ai cette crainte qu'on m'attende là, qu'on m'attende dans l'identité, dans l'immigration, est-ce que je dois changer ce qui m'habite en ce moment, qui ne m'habitera peut-être pas dans 10 ans ou dans 15 ans? En tout cas, il y a toute cette interrogation, je ne réponds pas du tout à la question, mais... Non, mais moi, j'allais dire, premièrement, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas le mot bibite, vous savez ce que ça veut dire? C'est quoi une bibite? C'est quoi? C'est une espèce de créature. Un petit insecte bizarre, là, un truc étrange. Une bibite, là, c'est une bibite. Bon, mais quand tu parles du réalisme, on a déjà eu cette conversation-là aussi par rapport à, justement, les savoirs, et ça vaut pour la littérature des premiers peuples aussi autochtones, les savoirs ancestraux qui font partie de la réalité, point, dans un système de croyance qui existe, qui est concret, qui est réel, mais qui va être perçu, si on rentre dans la tradition occidentale, comme du surnaturel, de l'impossible, du magique, de la fantaisie, du réalisme magique, voilà. Donc, toi, tu t'attendais pas à ce qu'on t'amène dans cette catégorie-là, puis là, tout à coup, tes romans vont passer du rayon littérature québécoise, roman, à imaginaire. Et on commence à changer de catégorie, puis là, c'est pas les mêmes lectorats. Mais il a fallu donc que tu ailles prendre la parole, parce qu'on t'a amené à prendre cette parole-là, puis que tu remettes un petit peu les points sur les i. C'est quoi tes romans, c'est ton système de croyance, c'est de la réalité. Si vous voulez le lire comme quelque chose d'imaginaire, faites-le, achetez le livre au passage. Puis, mais c'est ça. Mais là, donc là, les gens vont s'attendre à ce que ton prochain roman, ça soit du réalisme magique. Oui, c'est sûr. Ou que ce soit sur l'identité, ou que ce soit sur l'intégration, ou que ce soit... Mais cette conversation est intéressante parce que je l'avais aussi avec un auteur dont le nom m'échappe, autochtone, puis on avait la même conversation, c'était... il parlait aussi de chaman puis de croyance, puis lui était énervé, moi je n'étais pas énervé, mais lui était énervé en disant, mais le terme réalisme magique, c'est un terme que les gens qui ne comprennent pas nos réalités nous collent, puis on fait avec parce qu'on n'a pas d'autres termes pour l'instant pour le définir, mais on fait avec, puis on embarque avec ça, mais c'est pas parce que c'est magique pour eux que c'est magique pour nous, c'est notre réalité de tous les jours. Donc c'est vraiment intéressant de voir le vocabulaire qu'on emploie pour désigner l'autre, pour désigner ce qui est différent de nous. C'est aussi ce que dit, je pense pas que c'est la même autrice, mais Natacha Canapé-Fontaine dit exactement la même chose, qui est poète et tout, mais qui travaille le surnaturel, avec de gros guillemets, dans ses textes, dans sa poésie aussi, mais ça fait partie de la des traditions orales qu'elle reprend, qu'elle réutilise en littérature contemporaine aujourd'hui. Puis c'est épuisant à la fin quand les gens qui découvrent pour la première fois ça dans un livre qui est paru chez tel éditeur blanc, BLB et tout ça, bon d'accord. C'est nouveau, c'est étrange, c'est spécial, wow, quelle originalité, et puis tout ça. Mais voilà, mais non, ça fait partie de traditions qui sont là aussi depuis toujours. Et qu'est-ce qui est étrange pour des Occidentaux, je peux peut-être parler pour les Occidentaux ici, ça fait aussi partie, si on revient aux sources de nos traditions, la place comment je pourrais dire ça, de ce qui n'est pas quantifiable. C'est récent, là, quand même, c'est dans les derniers 200 ans à peu près qu'on a commencé à mettre ça de côté complètement. Si on rentre dans la culture québécoise, justement, je m'excuse, hein, mais le diable est partout, hein, donc, puis la spiritualité était très présente, elle l'est encore aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, là. Même nos romans réalistes, du moins au Québec, je peux peut-être pas parler pour vous français, mais c'est plein de surnaturel, c'est plein de magie. Mais je pense que c'est ça qui est quand même particulier dans l'imaginaire au Québec, qui est en train en ce moment de vraiment, comme un faisceau, là, ça va dans plein de nouvelles directions aujourd'hui, mais quand même, depuis le début de la littérature québécoise, écrite, pas seulement orale, on était déjà plongé dans l'imaginaire. Le premier roman québécois, c'est un roman fantastique quand même, c'est l'influence d'un livre de machin, là, Philippe Aubert de Gaspé Fils, où il y a question
de la pierre philosophale, puis d'un fermier qui veut devenir riche, puis il fait un pacte avec le diable et tout ça. Bon, c'est déjà là, c'est le premier roman québécois depuis des années. Et là, ben, c'est peut-être qu'on est passé à travers toute une tradition du grand roman qui vient aussi de France. Hein. On est un petit peu dans le syndrome de l'imposteur au Québec par rapport à la France, tout ce qui était culturel pendant des années et des années. Et là, ben, tout à coup, on revient depuis quelques années à un retour à ce qu'on appelle là, le réalisme magique. Et c'est aussi, ben, en fait, grâce à des voix venues d'ailleurs, qui font maintenant partie de la littérature québécoise et de la société québécoise, ça nous ramène à ce droit qu'on a de raconter notre monde sans être dans le prisme du réalisme à tout prix. Donc, ben, merci. Hein? Merci à Elodie pour ça. Mais je pense aussi, je voulais juste rajouter quelque chose, je pense aussi que pendant longtemps, moi en tout cas ce que j'ai observé, c'est que la littérature québécoise a beaucoup été marquée par la littérature québécoise d'origine haïtienne. Je parlais tout à l'heure de Stanley Péan avec le vaudou, et que les auteurs d'origine africaine, moi je viens du Sénégal par exemple, écrivent, mais on les a entendus peut-être un peu plus tard. Donc c'est pas le même rapport avec la France, dont l'histoire est marquée par le rapport avec les anciennes colonies. Au Québec, c'est plus le rapport, j'ai l'impression, avec les premiers peuples. Donc j'ai l'impression que le regard que les Québécois, puis je m'inclus dans ça, peuvent porter sur la littérature écrite par des gens comme moi, mettons, qui viennent d'Afrique, est un regard un peu... j'essaie de trouver le mot, je sais pas... Ils sont pas préparés. Oui, mais c'est ça, ils sont pas préparés parce que d'un point de vue historique, on est tellement loin de leur univers, on est tellement loin géographiquement aussi, qu'on est perçu comme des bibites, mais je reprends ce mot-là encore, mais aussi bien positivement que négativement. C'est-à-dire que le préjugé qui est accolé à cette littérature peut être négatif, mais il peut être aussi positif. Ça peut rester un stéréotype, ça peut rester un préjugé. Après, c'est à nous d'aller surfer sur ça pour voir où est-ce qu'on va avec ça, puis comment on l'amène. Intéressant. Je ne sais pas si on commence à arriver à une période où s'il y a des questions, justement, comme je le disais tout à l'heure au début, si vous avez envie de prendre la parole, poser des questions, n'hésitez pas. Techniquement, il nous reste encore une dizaine de minutes, mais on peut continuer aussi. Moi, je me posais quand même une question par rapport au réalisme magique, parce que je remarque que c'est quand même souvent un terme qu'on utilise, on utilise par rapport à la littérature japonaise. Oui. On va en parler aussi, par exemple, quand on parle de 100 ans de solitude. Et c'est souvent, en fait, on va en parler pour des cultures qu'on ne comprend pas. Et c'est juste le mot qu'on accole pour une culture qu'on ne comprend pas, pour des pays pour qui c'est pas... Oui, bah c'est normal. Et en fait, là, on comprend que c'est la même chose. C'est toujours un mot qu'on va utiliser pour une culture qu'on ne comprend pas. Alors que dans cette culture-là, bah, c'est normal qu'il y ait des yokai au Japon, c'est normal qu'il y ait de la magie en Amérique du Sud. Et on voit bien, ces zones où on utilise le réalisme magique, c'est beaucoup plus rare en France, de Français nés en métropole, d'écrire du réalisme magique. Parce qu'on a moins, on l'a annihilé, cette culture de magique. Je pense, j'ai un peu une impression, quand vous en parlez, que je retrouve ça par rapport à d'autres textes. Oui. Mais moi, je suis curieuse par rapport à votre intervention. L'autrice, j'oublie son nom, Sonko, je pense, qui a écrit Jean. C'est ça, hein? C'est Nabou Sonko qui a écrit un livre qui s'appelle Jean. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Okay. Mais j'étais curieuse de savoir comment est-ce qu'on l'a classé ici, en France. Son livre, je pense, parle des créatures spirituelles qu'on appelle les djinns dans la religion musulmane, entre autres. Et elle, c'est une... je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'elle est née ici, elle a grandi ici. Donc ses parents sont immigrants, mais elle est née ici. Elle est française. Puis elle va aller chercher dans sa culture, dans la culture de sa mère, pour présenter ces personnages-là. Je suis curieuse de savoir, est-ce qu'on parle de réalisme magique? Est-ce qu'on parle de science-fiction? Comment c'est classé? Pour rebondir sur ce que vous disiez. Alors c'est sûrement classé par rapport à l'éditeur. En France, l'éditeur fait que c'est ou pas présenté comme imaginaire. Parce que comme il y a vraiment un problème de rapport à l'imaginaire et de mépris face à l'imaginaire, un éditeur va pouvoir publier un livre, le mettre en littérature, dire c'est de la littérature, que ce soit magique ou pas. Il y a plein de livres qui sont de la science-fiction, qui sont de la fantasy, qui sont publiés chez des éditeurs
qui ne font pas de science-fiction ou de fantasy, c'est donc de la littérature. En fait, c'est la même chose au Québec. Donc, tu sais, comme je disais, le roman de Mélodie, bon, l'édition québécoise, on ne l'a pas apporté parce qu'on n'a pas le droit de vendre ici. Il y a l'édition française qui est Folio. C'est Folio Fantasy. Bon, au Québec, c'est chez VLB Éditeur, qui est un éditeur généraliste qui existe depuis 30-40 ans, dans les plus importants quand même, qui publie de tout. Et puis, c'est dans une collection qui a été créée récemment, qui s'appelle VLB Imaginaire. Mais le même éditeur publie ses romans d'Ayavi où il y a soupçon de réalisme magique. C'est pas écrit fantasy dessus parce que, oh, attention, c'est pas le même public et tout ça. Et cet éditeur-là, ça, ici, c'est classé au roman, rayon général, littérature générale. Là, vous allez avoir la même chose. Donc, des éditeurs qui... C'est pour ceux qui sont curieux de la situation éditoriale au Québec, à part des éditeurs spécialisés comme à lire, qui existe depuis la fin 90, qui publie pas mal le principe. La plupart des auteurs de science-fiction et de fantasy et d'horreur et de polar aussi, donc de genre au Québec. On a Elisabeth von Arbourg, on a Joël Champetier et tout ça, et qui continuent d'en faire. À part cet éditeur-là, on a d'autres jeunes ou plus jeunes maisons d'édition spécialisées, les éditions des Cibrumes, qui ne sont pas distribuées en France, qui publient l'imaginaire, beaucoup de fantastiques régionaux, justement, ils ont inspiré des régions québécoises. Et là, il y a beaucoup d'éditeurs généralistes qui jouent le jeu de l'imaginaire, mais littéraire, donc c'est classé comme un roman, c'est étiqueté roman. Les libraires le prennent comme un roman général. Le lectorat le prend comme un roman de littérature générale. Et des gens qui vont dire « je n'aime pas la science-fiction » vont lire, par exemple, bon, on est enregistré, allô, mais je veux dire, Deux synthèses de Caroline Georges, par exemple, qui est un très beau roman, ou très grand roman, qui a gagné presque tous les grands prix littéraires au Québec, publié chez Alto, qui s'y connaissent en imaginaire, mais pour des raisons de mise en marché, vont faire attention à comment le présenter. Mais quand les droits sont vendus en France, c'est en folio SF pour ce même roman. Donc, mais c'est le même texte, juste que le marché ou le lectorat n'est pas prêt, pas structuré. Et là, qu'est-ce qu'on voit, par contre, c'est grâce à des textes comme les vôtres et à d'autres aussi, à une jeune génération d'auteurs qui connaît l'imaginaire ou qui la découvre vraiment, puis qui plonge dedans, et des éditeurs aussi qui créent des collections spécialisées. Tout à coup, ça dynamise le milieu. Et je pense que ce que je pense qui est arrivé en France au tournant 2000, avec des éditeurs qui ont commencé à apparaître, qui sont partis du jeu, par exemple, vers l'édition de livres. On commence à le voir au Québec en ce moment. Et là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nous, on a aussi une proximité. On est en Amérique du Nord, hein, donc New York, c'est à côté. Bon, on est en contact beaucoup plus facile avec le monde anglo-saxon américain, et donc l'édition américaine est juste à côté, ou l'édition canadienne anglaise est juste à côté. Puis il y a un potentiel de traduction, de prise de contact qui va se développer de plus en plus. Donc, à suivre. Ouais. Moi, je voulais poser une question sur les peuples autochtones d'Amérique du Nord, les Indiens d'Amérique. Est-ce qu'on trouve cette littérature fantasy ou magie Est-ce qu'il y a cette littérature-là les concernant? Donc, autochtones, donc déjà de savoir autochtone, il y a trois grandes branches. Hein. Il y a les autochtones, les premières nations. Il y a les Inuits. Et puis il y a les métis. Et métis au Canada, c'est pas la même chose qu'en France. Un métis, c'est historiquement Louis Riel là, et tout, une personne blanc et premier peuple. Et historiquement, ce que ça a donné une communauté historique qui s'est développée surtout dans les prairies, dans les provinces des prairies au Canada. Donc la littérature autochtone en anglais, parce qu'il y a la dualité linguistique au Canada quand même. Donc, en anglais, ça s'est développé, je vous dirais, quelques années avant ce qui est en train de se passer en ce moment en français, où des écrivains, des écrivaines autochtones qui écrivent en français
commence à faire aujourd'hui de l'imaginaire, on va dire, de la science-fiction, de l'anticipation, etc. Et petit à petit, vous voyez ces textes arriver en France aussi, notamment grâce au travail d'une maison d'édition qui n'est pas du tout en imaginaire, mais qui est spécialisée en littérature autochtone notamment, aux éditions des paysages. Là, il y a les romans de J.D. Kirkness, Aquarium, La vallée de l'étrange, je crois que ça va apparaître bientôt en France, qui commence à apparaître. Mais vous avez la première anthologie de futurisme autochtone en français, elle est parue juste avant la pandémie ou juste au début de la pandémie, en 2018 ou 2019 probablement, au WAPK, dirigé par Michel Jean, qui n'est pas du tout reconnu comme un auteur de science-fiction, qui est un des auteurs au Québec qui vend le plus de romans, point, il est dans le top 5 des meilleurs romans. En fait, il y a 2-3 de ses romans généralistes qui sont dans le top 5 des meilleures ventes année après année. Et puis lui, c'est un grand fan de science-fiction à l'origine. Quand il était jeune, il voulait en écrire. Et il a animé une émission de radio à l'université de science-fiction où il a accueilli les auteurs de science-fiction québécois pour parler, tout ça. Et il a dirigé la première anthologie qui s'appelle Wapgay en fait, mais en langue atikamekw, ça veut dire, il me semble, demain. Donc ce sont tous des auteurs et des autrices autochtones qui ne sont pas du tout dans la science-fiction normalement, mais Joséphine Bacon, une grande poète, ils ont tous produit en fait une nouvelle de futurisme autochtone. Est-ce qu'ils vont ensuite se reconnaître dans l'autochto-futurisme, qui est un peu le pendant de l'afro-futurisme pour les premiers. Mais ça commence à apparaître petit à petit. Ouais. Puis moi, je voulais juste rajouter une chose aussi, c'est que moi, ça fait 15 ans que je suis au Québec, mais ça fait pas longtemps que je suis dans le monde de l'édition, ça fait peut-être 5 ou 6 ans, mais ça fait 12 ans que j'enseigne. Puis ce que je remarque, en tout cas dans mes salles de cours, puis avec mes collègues quand on enseigne, c'est que la littérature autochtone et la littérature des afro-descendants, ou la littérature non ethnocentrée prend de plus en plus de place dans certains collèges, pas dans tous les collèges, et qu'il y a de plus en plus de collectifs. Ça, c'est intéressant. Par exemple, Futur, c'est un collectif où il y a beaucoup d'auteurs, moi j'en fais partie. Après, c'est sûr que la question, c'est de savoir, est-ce qu'on sert de caution pour dire, bon, on publie des autochtones ou des gens racisés? Mais dans tous les cas, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de collectifs et qu'en général, dans les collectifs, il y a souvent un auteur autochtone, puis souvent un ou une autrice racisée. Donc ça change, c'est lent, ça prend du temps, mais en 15 ans, moi j'ai vraiment vu la différence. C'est vrai qu'il y a des éditeurs qui le font parce que c'est naturel, il y a un devoir où c'est naturel de donner enfin la place à d'autres voix, et ça vaut aussi pour la littérature queer, ça vaut pour toutes les communautés qui ont été longtemps marginalisées et qui continuent de l'être. Mais c'est vrai qu'il y a des éditeurs qui le font pour des raisons de soutien des crédits d'impôt des gouvernements au Canada, ça donne des points quand on fait les demandes de subventions pour l'aide à l'édition. Alors il y avait un peu des deux. Il y avait une question? Est-ce que vous vous sentez en lien avec les auteurs et autrices noirs américaines qui sont bien plus avancés dans leur capacité à être lus et à être... Enfin, je sais pas, je pense à... Alors, bien évidemment, Octavia Butler, mais plutôt en récent, M.K. Jemisin, Nnedi Okorafor, qui refuse complètement qu'on lui parle d'afrofuturisme, Nalo Hopkinson, enfin, tous ces personnes-là. Est-ce que vous sentez une filiation ou un relationnel possible, ou est-ce que vraiment le fait que ça soit que ça soit une écriture anglophone, ça rend les choses très différentes? Autant en tant que lectrice qu'autrice, ou plutôt en tant que... Peu importe. Moi, je veux jouer l'avocat du diable pendant que vous réfléchissez. J'ai un peu d'assignation, mais c'est plutôt à titre personnel, je dirais, en tant que personne afrodescendante. Voilà, moi, j'ajouterais un point B à ta question, à votre question. On se connaît. Est-ce que... Même question, mais par rapport aux auteurs afrodescendants, mais francophones, d'Europe, ou qui sont surtout lus en Europe, qui sont publiés en Europe. Est-ce qu'il y a une filiation avec des auteurs d'ici? Je vais faire un début de réponse, puis après peut-être je rebondirai. J'en parlais avec Mélodie, je lui disais, moi je ne lis pas en anglais, ou en tout cas,
ma lecture en anglais ne me permet pas, je trouve, d'avoir accès aux émotions, d'avoir accès. Donc, même si je lis, oui, par exemple, je lis Bell Hooks, mais ça va me prendre du temps, ça va être long, ça va. Et je déplorais le fait que les traductions, souvent, c'est en France qu'on les trouve. On va les trouver plus facilement en France. C'est incroyable, en France, qu'au Québec, où on est juste à côté. Et je disais, mais pour moi, c'est un problème pour moi, c'est un problème pour la génération à venir, pour nos enfants. Donc, Octavia Butler, je l'ai lu, mais en français. Donc, c'est sûr qu'après, il y a tout un travail personnel à faire moi-même pour avoir accès à ces littératures-là. Donc, pour l'instant, moi, je suis plus du côté de la France, mais aussi parce que j'ai étudié en France. Donc, je vais beaucoup lire Fatou Diom, je vais beaucoup lire Léonora Miano, mais c'est parce que je suis passée par la France. Et parce que Fatou Diom vient du Sénégal, je suis sénégalaise, donc, en fait, mais c'est ça. Sinon, les essais sont beaucoup plus, là je sors carrément de la fiction, les essais sont, je trouve que j'ai plus facilement accès aux essais qui vont être traduits qu'à la fiction, donc je vais beaucoup lire d'essais afroféministes plus que de la fiction. Et j'en parlais avec Mélodie, je le regrette, mais en tout cas pour l'instant, moi. C'est plutôt pas mal traduit, hein. Enfin, moi je lis en anglais et en français, c'est plutôt pas mal traduit. Les essais? Les fictions. Oui, ok. Les fictions. Okay. On est mais c'est pas traduit au Québec, ça c'est oui, un problème. C'est la seule au Québec. Les traductions vont coûter très très cher et vont être très difficiles à trouver. Mais moi, c'est ça, je lis beaucoup plus en anglais, donc j'ai lu toutes ces autrices en anglais. C'est sûr que je sens, en tant que lectrice, c'est des livres que j'aime beaucoup lire, je sens comme une filiation et je m'inspire beaucoup. C'est vraiment des sources d'inspiration parce que du côté francophone, ça commence, mais il n'y a pas beaucoup d'autrices justement qui font des littératures imaginaires sur la fantaisie. C'est quand même plus difficile à trouver. Mais en même temps, certains sujets et certains points de vue et angles, je ne vais pas me sentir de lien parce que ça va être vraiment plus un point de vue afro-américain et ça ne va pas être lié à mon expérience personnelle où je vais avoir du mal à voir le lien avec ça. Mais sinon, en termes d'inspiration, c'est des autrices très inspirantes qui, comme je vois que des autrices noires ou des auteurs noirs peuvent écrire la fantaisie inspirée de leur propre expérience, je me dis, oh, c'est possible, je peux le faire aussi. Donc ça peut être une source d'inspiration, c'est une source d'inspiration à ce niveau-là. Mais après, c'est sûr qu'il y a des sujets que je ne vais pas me retrouver ou des points de vue que je ne me retrouverai pas dedans. Je pense aussi à... Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de Marie Scondé, mais il y a une autrice que j'aime beaucoup, québécoise, qui s'appelle Marie-Célie Agnan, qui est d'origine haïtienne. Je ne pense pas qu'elle soit classée dans le réalisme magique, parce que... mais en tout cas, mais dans un de ses livres, qui s'appelle le livre d'Emma, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai enseigné aussi, c'est un livre que j'ai trouvé très dur à enseigner, mais que j'ai beaucoup aimé, qui parle d'esclavage, puis qui parle de folie aussi, d'infanticide par rapport aux femmes noires. Oui, Marie-Célie Agnan est une grande source d'inspiration pour moi. Ouais. On parlait justement un peu plus tôt de la collection Martial, qui est une collection surtout de romans, mais pas seulement, il y a des essais aussi, il me semble, en fait, qui est dirigée par l'autrice et professeur Stéphane Martelly, qui est d'origine, qui est haïtienne en fait. Et puis, c'est une collection qui est aux éditions Remue Ménage, qui est une maison d'édition québécoise historiquement depuis des décennies féministes, là, vraiment. Et puis cette collection-là qui fait donc qui ouvre grande la porte à la littérature afro-féministe. Et puis là, on commence, Marie-Célie Agnan, le livre d'Emma a récemment été réédité en édition bilingue, créole et français. Donc, on peut lire ce roman-là comme ça, dans cette collection-là. Et puis, il y a quelques jours seulement sortait le premier roman d'une nouvelle autrice, Léa Mura-Ingles, qui a fait elle aussi des études sur l'afrofuturisme. Et c'est un roman, je ne sais pas si elle va l'identifier afrofuturisme, il faudra l'inviter pour lui demander. Mais c'est d'anticipation, ça se passe dans le futur proche, à Montréal, ça traite énormément d'identité queer, d'identité psychologie, santé mentale et tout ça. Et puis voilà, on voit ça arriver au Québec en ce moment, chez des éditeurs qui ont cette cause-là à cœur, qui travaillent à mettre de l'avant ces voix-là, donc c'est super important. Et Marie-Célie Agnan, c'est super. J'aimerais ça qu'elle fasse un roman de science-fiction, ça serait bien. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Oui, moi je m'avais c'était pour rebondir justement à ce que vous disiez sur les maisons d'édition. Est-ce que pour vous c'est important que ce soit qualifié d'afro-futurisme, afro-fantasy ou juste que ce soit une manière de dire voilà c'est juste un type comme on dirait du steampunk, ou est-ce que c'est une étiquette vraiment que vous voulez avoir associée? Justement on parlait aussi de... C'est qui vont surtout pas en entendre parler. Parce que c'est pas ça en fait. Oui, mais c'est ça, mais est-ce que c'est quelque chose que vous dites vraiment qu'il faut que ce soit dedans ou c'est juste une manière de qualifier en disant bah, c'est de l'épique, que ce soit juste un adjectif qui flotte ou... Pour moi, oui, c'est ça. Pour la semeuse de vent, pour tout ce qui est afro-fantasy, pour moi, c'est plus une manière de le qualifier. Okay. Parce que pour l'afro-fantasy, il n'y a pas, comme je disais, toute cette historique de recherche derrière et vraiment tout ce c'est un courant de pensée finalement, l'afrofuturisme. Donc si j'avais écrit de l'afrofuturisme, je voudrais que ce soit classifié comme de l'afrofuturisme, mais comme c'est de l'afro-fantasy, c'est plus une manière de dire. C'est un type de... Mais pour afrofuturisme, par contre, c'est quelque chose de militant. Enfin, de mon point de vue, c'est ça, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus militant. Il y a vraiment toute... c'est ça l'histoire de l'arrière-plan. L'afrofuturisme, au début, c'était quelque chose de très militant, finalement. Donc c'est pour ça que de dissocier, c'est ça, le côté militant, afrofuturisme, je trouve ça un peu étrange. Donc pour moi, un roman afrofuturiste va porter un peu ce côté militant aussi. Parfait. Et je pense qu'on arrive donc à la fin. Mélodie, Ayavi, vous, tout le monde, et vous à la maison. Merci énormément pour votre présence, votre participation, d'avoir répondu aux questions. On reste évidemment avec vous si vous voulez continuer d'échanger, les dédicaces, des livres qui sont disponibles, ça fait en importation privée. Et puis le roman de Mélodie qui est disponible en Folio Fantasy ici, donc sans problème. Merci tout le monde. Merci.